Bonsoir à tous. Nous allons donc commencer cette rencontre avec Monsieur Laurent Pernaut. Bonsoir. Qui est donc helléniste et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Nous allons y revenir parce que ce mot est peut-être pour vous un peu mystérieux. Nous sommes donc à la 4e session de notre cycle. Vous avez rencontré un physicien qui se trouve ici au premier rang, Monsieur Édouard Brézin, un compositeur, une écrivaine et aujourd'hui un helléniste pour réfléchir autour de cette thématique de la liberté. Et donc nous allons suivre notre rituel, d'abord une rencontre avec notre intervenant pour faire plus ample connaissance sous forme de questions-réponses. Ensuite, nous allons rentrer dans le fond du sujet avec une conférence et puis vous aurez la parole, bien sûr, pour une longue séance de questions-réponses. Pour commencer, Laurent Pernaut, comment vous est venu le goût de la Grèce antique ? Ah, l'origine. Je l'ai toujours eu. Je crois que ça vient de mes études, bien sûr, et que, comme pour beaucoup d'enfants, ce qui m'a amusé d'abord, c'est l'alphabet. Et la découverte d'un nouvel alphabet est une incitation qui aide, et puis ensuite on se lance dans les choses, et après je ne me suis plus jamais posé la question. Voilà, je suis devenu helléniste, c'est-à-dire que je travaille sur la civilisation grecque et en particulier sur la littérature grecque, les textes qu'il s'agit d'éditer, de traduire, de commenter, et puis j'essaye plus largement, quand l'occasion le permet, de plaider en faveur de ce patrimoine hellénique qui est important. Je prêche peut-être des convaincus en vous parlant à vous, mais il ne faut perdre aucune occasion de le redire. Alors vous avez choisi de vous spécialiser dans un sujet très particulier, la rhétorique. Pour quelle raison ? Alors je suis spécialiste d'histoire de la rhétorique, c'est-à-dire le discours public, et ce ne sont pas deux sujets différents. C'est pas la rhétorique d'un côté, les Grecs de l'autre. C'est le croisement entre deux problématiques, parce que la Grèce a donné un apport particulier au développement de la rhétorique et du discours public. Le mot même de rhétorique est un mot grec, et les principales pratiques rhétoriques du débat et du discours et les théorisations sont nées en Grèce et sont encore utiles aujourd'hui. Donc la Grèce sert à étudier la rhétorique et inversement, la rhétorique sert à étudier la Grèce parce que c'était un pan de la culture hellénique, la rhétorique, un pan très important. La rhétorique était présente dans l'enseignement, dans la littérature et dans la vie publique. Donc les deux choses se conjuguent. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière à l'université de Strasbourg comme professeur et puis vous avez été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Pouvez-vous nous dire quel type de personnes trouvons-nous dans cette académie et quels sont vos travaux ? Donc l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'était la petite académie. Donc l'Académie française a été créée sous Louis XIII par le cardinal de Richelieu, et l'Académie des inscriptions, c'est la sœur cadette créée sous Louis XIV par Colbert, à l'origine pour rédiger les inscriptions. Donc on avait demandé à quelques érudits, qui d'ailleurs faisaient partie de l'Académie française préalablement, de rédiger les inscriptions qui seraient ensuite apposées sur les monuments à la gloire du roi. Donc c'est une académie d'érudition qui naît dans l'érudition et qui aujourd'hui couvre le domaine de l'Antiquité, du Moyen-Âge et puis aussi les autres continents. Donc ça va de l'Extrême-Orient à l'Amérique du Sud. Donc c'est un ensemble extrêmement varié, mais centré sur l'étude des civilisations. Et pouvez-vous nous dire, vous qui êtes féru d'étymologie, d'où vient le mot académie ? Alors l'académie, l'origine, c'est l'école de Platon, qui s'appelle académie parce qu'elle était située dans les jardins consacré au héros Académos. Ça veut dire que une école philosophique pour les anciens, c'était un endroit où l'on vivait, pas où on apprenait un savoir théorique
seulement. S'il y avait un savoir sur le monde, mais c'était aussi une manière de vivre. Et donc le philosophe et ses élèves vivaient ensemble dans un lieu qu'ils habitaient ensemble, où il y avait une bibliothèque. Et ce lieu était aussi le cadre d'un culte commun. Donc il y a cette dimension religieuse et le héros Académos symbolise en somme cet engagement total que représente la philosophie. La philosophie, c'est une manière de vivre et pas seulement une manière de comprendre le monde pour les anciens, puis pour les meilleurs des contemporains aussi, je crois. Peut-être pour finir, parce que nous sommes dans un lieu bien particulier, pouvez-vous nous dire ce qui se passe d'ordinaire sous cette coupole ? Sous la coupole, j'y suis pas tout le temps, je dois vous dire, mais que je sache, nous avons des réunions solennelles de chaque académie, et puis encore plus solennelle, la réunion des 5 académies. Disons, c'est le lieu par essence de la pompe académique. C'est aussi un lieu historique, comme il a été dit. Donc c'est un lieu qui a été construit par l'architecte du roi, l'architecte Levaux, grâce à une somme léguée par Mazarin. Donc nous remontons à l'Ancien Régime. Et puis cet endroit devait être le collège où l'on formait certains jeunes gens de la noblesse ou particulièrement méritants. Et c'est Napoléon qui l'a dévolu, le palais de l'Institut et donc son centre, la coupole, qui l'a dévolu aux académies. Donc c'est une histoire, vous voyez, qui illustre la façon dont l'académie a traversé le temps. L'Ancien Régime, Napoléon, la Révolution, qui a aboli les académies mais créé l'Institut, puis ensuite la monarchie de Juillet, la République, et jusqu'à nous. Donc nous sommes dans un lieu qui symbolise la continuité de la langue et du savoir dans notre pays, quelles que soient les institutions. Eh bien, je vous propose maintenant de rencontrer peut-être notre public en posant juste 2 questions à main levée. Qui parmi vous a étudié au cours de son existence le grec ou le latin ? Et qui parmi vous a déjà participé à une conférence du cycle Un semestre avec les académiciens ? Très bien, merci. Vous avez donc la parole pour votre conférence Libre comme un grec antique. Merci et bravo à vous pour avoir fait venir ce public de choix. Donc, la liberté dans la civilisation grecque, comme l'a dit monsieur le recteur, ça ressemble à un sujet de dissertation. Vous avez 4 heures. Mais ce n'est pas ainsi que je vais l'aborder. Je l'aborde sous l'angle suivant. Que nous disent les Grecs ? Que nous disent-ils à nous ? Ou, si vous voulez, comment nous aident-ils à être libres ? Et donc, ma première réflexion part d'une citation. La voici. Une citation de Paul Valéry. Paul Valéry qui fut membre de l'Académie française et reçu ici même il y a presque un siècle, en 1927, et qui écrivait donc, vous voyez à l'écran, « Liberté, un de ces mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent. » Il y a deux idées dans cette belle phrase. La première, eh bien, c'est que la liberté est une valeur qui nous est à tous très chère. Vous vous rappelez le 6e couplet de la Marseillaise, « Liberté, liberté chérie ». Et puis, ce sujet qui tient à cœur est aussi un sujet compliqué, c'est-à-dire une valeur qui n'est pas prédéfinie, qui n'est pas donnée et qu'il faut construire. Et donc, ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est ce que les Grecs nous demandent, puisque le mot « demande ». Je parlerai de la liberté dans le domaine public, la liberté du citoyen dans l'ordre politique, et puis plus rapidement, à la fin, en fonction du temps dont nous disposerons, d'un autre sujet très important, la liberté intérieure, la liberté de l'homme. Partons, si vous voulez, du mot. Donc vous voyez à l'écran le mot grec,
Eleutéros, libre, Eleutéria, la liberté. C'est un mot très ancien, il est déjà attesté en mycénien. Vous savez, les tablettes en linéaire B qui portent une écriture qui est du grec. Donc nous sommes vers 1300, 1200 avant Jésus-Christ et on connaît déjà le verbe et le mot eleutéros, libre. Et c'est le même mot qui va être scandé par les manifestants à Athènes lors de la chute des colonels qui écriront eleftheria, liberté. Donc un mot qui a 3 millénaires d'existence. Nous, en français, nous utilisons un mot hérité du latin, liber, libre, libertas, liberté. Et ce que j'ai voulu souligner, c'est que c'est le même mot. Ces deux mots, le grec et le latin, remontent à une étymologie, une racine indo-européenne commune que vous voyez, c'est la racine loid, avec astérisque, parce que c'est un mot qui n'a jamais existé, qu'on reconstitue. Et nous retrouvons cet élément dans la partie lot de Eleutéros, dans la partie lib avec le ilon de liber, et puis aussi, c'est ce qui appuie l'interprétation des linguistes, dans des dialectes italiques où libre, liberté se dit l'oufir, l'offerta, on reconnaît toujours le même élément. Et nous avons aussi des langues germaniques et slaves où les linguistes retrouvent le même élément, et nous le connaissons par le mot allemand contemporain, Leute, qui veut dire, comme vous savez, les gens, les personnes, les hommes. Donc l'étymologie de libre, c'est le peuple, les gens. Et donc l'homme libre, c'est le membre légitime de la communauté. Et donc c'est intéressant et même émouvant pour nous de voir que notre mot liberté a traversé en somme des millénaires dans sa racine et pour arriver jusqu'à nous. Donc les Grecs, l'idée centrale que je vais illustrer, c'est que les Grecs ont inventé la liberté politique à travers la démocratie. Donc la Grèce a d'abord créé la collectivité des citoyens, ce qu'ils ont appelé la cité, par opposition aux configurations claniques, familiales, tribales qui organisaient la société. Là, il s'agissait d'une communauté politique. Puis, lorsque les citoyens, donc les membres de la communauté politique, sont devenus libres de décider et égaux entre eux, alors ce régime est devenu une démocratie. Et la politique se définit alors comme la participation active à une communauté d'égaux. C'est ça la liberté. Donc il ne s'agit pas de la liberté au sens de ne pas être esclave, n'est-ce pas? Il s'agit de la liberté au sens de ne pas avoir de chef et de décider soi-même, tout citoyen décide lui-même avec les autres des orientations de la cité. Et donc c'est en Grèce qu'a eu lieu cette invention extraordinaire. On n'avait jamais vu cela dans aucune des monarchies de l'Europe et des continents avoisinants. Et donc il y a un moment athénien, c'est en particulier à Athènes que ceci s'est cristallisé autour des 6e, 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ. C'est à la fois l'invention d'un système politique, pratique, une théorisation philosophique, c'est-à-dire que des penseurs ont aussitôt classer les différents types de régimes et donner sa place à la démocratie dans la classification, et fait la critique du système, puisque beaucoup des auteurs grecs que nous avons conservés sont hostiles à la démocratie ou aux excès de la démocratie, ce qu'ils considèrent comme des excès. C'est très grec, ça. C'est le miracle grec, c'est d'avoir à la fois inventé les choses, la théorie des choses et la critique des choses. On pourrait le montrer pour la mythologie, et même pour les Jeux Olympiques. Enfin, c'est pas le lieu ni le moment de critiquer les Jeux Olympiques. Enfin, eux, ils l'ont fait. Donc, voyons un peu quel était le fonctionnement, simplement les points forts de ce système démocratique. Donc, la liberté des citoyens repose sur l'assemblée du peuple,
C'est-à-dire ils sont tous membres de l'Assemblée, tous les citoyens d'au moins 20 ans, donc ça fait à Athènes 30 000 personnes, et ils se réunissent pour prendre en commun les décisions avec un quorum de 6 000. C'est une foule, une assemblée de 6 000 personnes. Il y a un conseil qui prépare les travaux de l'Assemblée, qui est composé de 500 membres, et puis, par rotation, un des membres du Conseil exerce la magistrature principale, on appelle ça l'épistate des Prytanes. Alors on a calculé qu'un citoyen athénien avait au total 1 chance sur 6 d'être épistate des Prytanes une fois dans sa vie. Donc le citoyen pouvait être président de la République, si vous voulez, il avait 1 chance sur 6 d'être président de la République, ça durait un jour, hein, mais tout de même. Il y avait le tribunal du peuple, donc toutes les décisions judiciaires étaient rendues par les citoyens. Alors le tribunal du peuple, c'est 6 000 citoyens à nouveau, tirés au sort, et chaque jour, on tirait au sort parmi ces 6 000 ceux qui allaient effectivement siéger dans les jurys de la journée. Jury populaire de 501 membres, 1001 membres, 1501, en nombre impair pour éviter l'égalité. Et donc là aussi, c'était des foules. Enfin, il y avait les magistrats religieux, militaires, judiciaires, financiers, les inspecteurs, magistrats du commerce, tout ce qui contrôlait la cité, au total 700 magistrats à peu près, et les principes des magistratures étaient en général le tirage au sort, sauf exception, j'y reviendrai, le fait que les magistratures étaient ouvertes à tous, avaient une durée limitée, 1 an en général, étaient généralement collégiales, donc on n'est pas inspecteur tout seul, on est toujours dans un corps de 10 personnes, etc. Et enfin, étaient soumises à reddition de comptes en fin de mandat. Donc si on y réfléchit, tout cela, depuis l'Assemblée jusqu'aux règles des magistratures, représente un luxe de précaution extraordinaire pour empêcher la formation d'un appareil de pouvoir, pour empêcher la création d'une caste qui puisse imposer le fonctionnement de l'État. Et ça a fonctionné. Athènes a été la cité la plus prospère, la plus puissante pendant l'époque où fonctionnait sa démocratie. Pour montrer quels étaient les principes sur lesquels s'appuyait ce système, je vous montre une citation. Donc c'est une citation tirée d'une tragédie, Les Suppliantes d'Euripide. Nous lisons la traduction, mais j'ai tout de même reproduit le grec pour ne pas en priver ceux qui s'y intéressent. Donc vous rappelez la situation des suppliantes. C'est un héros de Thèbes qui arrive à Athènes et il s'attend à trouver une monarchie comme à Thèbes. Donc il va voir le roi d'Athènes, c'est Thésée, et voilà que Thésée lui répond que la cité n'est pas une monarchie, est une démocratie. Donc c'est une situation invraisemblable, si vous voulez, où le roi explique que le régime n'est pas monarchique, et ceci à une époque qui est dans les temps mythiques, bien avant la création de la démocratie réelle. Donc c'est une situation artificielle, créée pour le théâtre, et qui a pour but de mettre sur la scène une célébration, une auto-célébration du régime démocratique par la démocratie elle-même. Et donc Thésée dégage les principes de la démocratie. Donc il dit ici, la cité n'est pas au pouvoir d'un seul homme, elle est libre, voilà le mot qui nous importe, le peuple règne, ça veut dire démocratie, hein. Le peuple règne grâce aux successions annuelles effectuées à tour de rôle, c'est-à-dire la rotation des magistratures. Donc liberté, cité, pouvoir du peuple. Suite de la tirade, voici un autre passage du même Thésée. Quand les lois sont mises par écrit, le faible et le riche ont un droit égal. Et donc le mot qui s'ajoute à ce que nous avons vu, c'est égalité. Donc on a vu la liberté, et voici l'égalité, appuyée sur la loi,
et appuyé sur le droit. Donc voilà la théorisation, comme on la voit en œuvre, de ce régime. Aristote, je termine en vous citant simplement 2 formules célèbres d'Aristote. Aristote écrit dans la Politique que le fondement du régime démocratique est la liberté. Et il ajoute que la liberté consiste dans le fait d'être tour à tour sujet et gouvernant. Et donc, ceci impliquait, comme nous l'avons dit, la rotation des magistratures. Et les magistratures, la plupart, sauf quelques-unes, étaient tirées au sort. Le tirage au sort était une procédure fréquente dans l'Antiquité. On pensait qu'il y avait quelque chose de religieux, qu'il y avait une garantie religieuse et que les dieux étaient derrière le résultat qui ressortait du tirage au sort. Donc dans la démocratie athénienne, il fallait tirer au sort plusieurs centaines de magistrats chaque année, plus 6000 juges, et chaque jour, des centaines de juges, de jurés dans ce panel de 6000 juges. D'où l'utilité de cette machine, qui est une machine à tirer au sort. Donc nous connaissons les machines à voter. Les Athéniens utilisaient la machine à tirer au sort. Donc c'est un objet archéologique retrouvé à Athènes. Et vous voyez un bloc de pierre qui est caractérisé par des colonnes, par des fentes disposées en colonnes. Alors dans ces fentes étaient glissées des petites plaques, des pinakia, on en a retrouvé beaucoup dans les fouilles, des petites plaques d'identité en bronze qui portaient donc le nom d'un citoyen, son patronyme, son lieu de naissance. Et on a vu aussi que ces plaques, qui devaient avoir un certain prix, étaient parfois réutilisées, donc on les grattait pour pouvoir s'en servir pour quelqu'un d'autre. Alors, une équipe du CNRS s'est penchée sur le problème pour essayer de comprendre comment on s'en servait de cette machine. Vous voyez que sur la gauche du bloc, il y a des traces, il y avait quelque chose. Alors voilà ce que ça devient. C'est évidemment plus beau, reconstitué par l'Institut de recherche sur l'architecture antique. Donc nous voyons que, outre les colonnes servant à recevoir les plaques, il y avait sur la gauche un tube. Alors ce tube comprenait un entonnoir en haut et une manivelle en bas. Et donc probablement, c'est une reconstitution, mais vraisemblable, on introduisait des boules blanches et des boules noires dans le tube par le haut, et puis par le système en bas, on en faisait sortir une. Et si sortait une boule blanche, ça voulait dire que la colonne, alors il fallait savoir de quelle colonne, on se mettait d'accord, de quelle colonne était visée, ça voulait dire que la colonne était retenue, et inversement, si sortait une boule noire, ça voulait dire que la colonne n'était pas retenue par le tirage au sort. Et on continuait ainsi jusqu'à ce que le nombre de postes à pourvoir fût dûment pourvu. Ensuite, il y avait sans doute des manières précises de s'en servir, mais ça, c'était du ressort des esclaves publics et nous n'avons pas de texte pour savoir. Ils avaient en tout cas certainement le coup de main pour procéder à des centaines de tirages au sort de façon assez rapide. Ceci est donc un objet emblématique du fonctionnement de la démocratie athénienne. En m'écoutant, vous pensez certainement à toutes les différences qui existent entre la démocratie grecque et la démocratie d'aujourd'hui. Il n'y a pas que les ressemblances. La première différence, elle est énorme, c'est que les citoyens étaient une minorité. Donc, étaient exclus de la citoyenneté politique active les enfants, les jeunes gens, dans le cas de magistrature pour lesquels il fallait au minimum 30 ans, les femmes, et puis les esclaves. Donc si on essaye de chiffrer un peu ces différentes exclusions, nous avons dit que les citoyens étaient environ 30 000, donc 30 000 adultes de sexe masculin, à quoi s'ajoutaient probablement
70 000 femmes et enfants, qui étaient citoyens, mais n'ayant pas le droit politique. Et probablement, on évalue la population des esclaves, c'est plus difficile à chiffrer, à 200 000. Ce qui donnerait donc 300 000 habitants. Et donc nos 30 000 citoyens représentaient 1/10 de la population totale d'Athènes et de son territoire, de l'Attique, et 1/5 de la population adulte. Sur la liberté des femmes, tout de même, je veux vous signaler un livre qui a paru récemment par Laure de Chantal et qui s'intitule « Libre comme une déesse grecque ». C'est-à-dire, c'est presque mon titre, on ne s'est pas concerté, hein. Simplement, c'est pas libre comme un grec antique, c'est libre comme une déesse grecque. Laure de Chantal montre la très grande présence des femmes dans la mythologie. On a des héroïnes, des déesses, qui sont créatrices, guerrières, savantes. Il y a des battantes, comme dit Laure de Chantal, il y a des reines. Donc tout ça, c'est impressionnant au niveau de l'imaginaire. C'est en quelque sorte le contrepoint de la réalité politique dont nous sommes en train de parler, enfin le contrepoint ou le retour du refoulé, d'une certaine façon. C'est la première différence. Les citoyens étaient une minorité. Deuxièmement, Athènes était une cité impérialiste, et donc elle avait ce qu'on appelait à l'époque des alliés, mais des alliés qui étaient insérés dans l'Empire athénien par la force des armes et qui versaient une contribution. Et ce sont les contributions fournies par les alliés qui finançaient le fonctionnement de l'État athénien. Donc c'est l'Empire qui finançait la démocratie. Troisième différence, c'était une démocratie directe et non pas comme les démocraties que nous connaissons aujourd'hui, des démocraties représentatives. Et donc cette accumulation de différences fait réfléchir et certains se demandent évidemment, est-ce que ce modèle a encore un sens pour nous ? Je vais vous donner un exemple. Je dirais un exemple sérieux de gens qui se sont posé la question sérieusement et qui n'étaient pas simplement des représentants enragés de la cancel culture, mais qui avaient médité la question. Donc vous voyez à l'écran le début du préambule du projet de constitution européenne. Alors je vous rappelle les événements, hein, vous rappelez qu'au début des années 2000, une convention avec représentant tous les États européens, présidée par Valéry Giscard d'Estaing, a préparé une constitution pour l'Europe. Et puis ce projet de constitution a été soumis au peuple par référendum. Et le référendum a été négatif aux Pays-Bas et en France en 2005. Si bien que ce traité dont vous voyez ici le préambule n'a pas été adopté et à la place, les gouvernants ont adopté le traité de Lisbonne en 2007, signé par les gouvernements et sans consulter le peuple, c'était plus sûr. Donc voilà, donc c'est un projet, n'est-ce pas? Et alors, à l'intérieur de ce projet, il était donc prévu d'avoir un préambule qui fit référence aux origines grecques de l'Europe, en commençant par une citation de Thucydide. Et vous avez là la citation de Thucydide avec la traduction qu'avaient choisie les membres de la Convention. Notre Constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du plus grand nombre. Donc c'est à peu près correct hein, comme traduction. Il y a eu des débats très vifs et finalement, les représentants des gouvernements ont décidé d'écarter cette citation. Donc voilà un exemple où des hommes politiques de bonne foi, peut-on dire, peut-être, ont préféré écarter la référence aux Grecs en disant ce que nous avons dit, c'est-à-dire que la démocratie à l'époque de Périclès, que fait parler Thucydide, ne comprenait pas tous les habitants, qu'il y avait des exclus, etc.
Valéry Giscard d'Estaing a été désolé et il s'est lamenté du sort qu'on avait fait aux pauvres Thucydides et Périclès, mais ça montre cette gêne qui existe face à cette idée des racines grecques de l'Europe à cause des différences. Donc qu'est-ce que nous devons faire nous, ou ce que nous pouvons faire nous aujourd'hui de toutes ces constatations? On aura l'occasion d'en discuter peut-être à la fin de la conférence. Personnellement, je serais tenté de prendre les choses de façon simple et raisonnable, c'est-à-dire de dire qu'il y a eu une avancée fondamentale qui s'est produite à Athènes et que nous avons décrite, même si nous n'adhérons pas à tous les aspects qu'elle comportait. C'est comme si on parlait de la mission Apollo 11 qui a envoyé des hommes qui ont marché sur la Lune. Certes, le bilan en termes environnementaux de cette mission n'était pas bon. Et donc on pourrait dire aujourd'hui que les normes anti-pollution et autres n'ont pas été respectées. On pourrait remarquer qu'il n'y avait que des hommes dans le vaisseau spatial. Il n'en reste pas moins, quels que soient ces points, que ce fut un grand pas pour l'homme, comme a dit Armstrong en mettant le pied sur la Lune, et que c'est un sujet encore aujourd'hui, puisqu'il est de nouveau question d'envoyer des hommes sur la Lune. Donc c'est un peu de la même manière que je pense que l'on peut considérer l'avancée athénienne. Et on en tire une problématique. Les Grecs n'offrent pas un modèle à imiter en tout point. Ils ouvrent des voies dans le domaine des idées. Et ici, par rapport à tout ce qui a été dit sur la liberté politique, je vois deux problèmes. Je signale les problèmes, je ne vais pas donner des solutions, bien sûr, ça ne m'appartient pas, mais chacun peut y penser. Les Grecs ont posé le problème du peuple, et surtout avec leur manière directe de confier la liberté de décider au peuple. Ils ont posé le problème d'errement populaire éventuel. Faut-il avoir peur du peuple ? Mais le peuple, c'est pas les autres. Le peuple, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Et donc, il y a des réflexions importantes dans la littérature grecque sur la capacité du peuple en tant que corps collectif d'être plus raisonnable que chacun des individus qui le constituent. Une espèce de sagesse de corps. L'autre aspect, l'autre problème qui ressort de cette discussion, c'est la question de la participation du citoyen. Si on additionne toutes les activités du citoyen athénien, donc l'Assemblée 40 jours par an, le Conseil tous les jours, les tribunaux tous les jours, sauf les jours de fête tout de même, en fait le citoyen n'avait pas beaucoup de liberté, pour prendre le mot dans un autre sens. Donc le système veut dire que la liberté, c'est pas seulement ne pas avoir de maître, c'est une obligation. Il y a une obligation de la liberté, comme disaient les philosophes dans la seconde moitié du XXe siècle. Il y a eu beaucoup d'insistance sur ce point, la responsabilité et les devoirs qui accompagnent la liberté, ici la liberté politique. Et cette idée du devoir a été soulignée déjà, donc je vous présente à nouveau une citation de Thucydide. Seuls, en effet, nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part. Alors le Y, c'est ta politica, la politique, l'activité du citoyen. Nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part, non comme tranquille, mais comme inutile. Et ça aussi, c'est pour nous un sujet de réflexion. Dans nos démocraties représentatives, les choses sont différentes puisque nous votons à intervalles et puis dans le reste du temps, nous n'avons pas la possibilité d'intervenir. Et donc la liberté dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu les libertés au pluriel, liberté d'aller et de venir, liberté de mœurs, liberté intellectuelle, liberté de commerce, la liberté comme droit humain et comme faculté de mener sa vie à sa guise.
les Grecs avaient vu cet aspect-là. On a dit qu'ils ne l'avaient pas vu, mais ce serait erroné. Simplement, ça n'était pas l'essentiel pour eux. Et pour eux, ce qui comptait, c'était la participation effective. Et donc, dans nos temps d'abstention, effective ou redoutée, lors des élections, eh bien, méditons cette réflexion sur le citoyen tranquille ou inutile. Donc, pour conclure sur ce point, les démocraties antiques sont très différentes socialement et institutionnellement des démocraties modernes, mais c'est sur un autre plan que s'exerce la puissance du cas athénien, pas dans le détail de la mise en œuvre, mais au niveau du principe. L'idée que le vivre ensemble suppose un espace public et libre dans lequel sont traités les antagonismes inévitables et, si possible, dépassés par une référence à l'intérêt général. Et c'est ce modèle-là qui est précieux pour nous encore. Dans ce processus de dépassement intervient le débat, la persuasion, l'échange des arguments, et on en vient à un thème qui m'est cher, celui de la rhétorique. Donc, comme annexe à ce qui vient d'être dit, je voudrais souligner une autre liberté, ou un cas particulier de liberté qui est très important, sur lequel reposait la démocratie grecque, c'est la liberté de parole. La liberté de parole se déployait dans toutes les circonstances que j'ai décrites. Par exemple, à l'Assemblée, le héros, sur chaque question de l'ordre du jour, demandait qui veut prendre la parole. Chacun des citoyens avait le droit, s'il le voulait, de se proposer. On entendait ses propos, on entendait tous les propos, et à la fin, l'Assemblée votait, et la décision votée était la décision de tous. Ça nous paraît totalement évident parce que nous fonctionnons encore comme ça aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est un système qui a été élaboré, alors qu'on ne l'avait jamais vu, pour permettre ce fonctionnement démocratique. Vous voyez à l'écran un paysage émouvant. Ce sont les restes de la tribune d'où parlaient les orateurs. Vous la voyez au fond de l'image, hein. À Athènes, donc c'est la colline de l'Apnyx qui se trouve au sud-ouest de l'Agora et à l'ouest de l'Acropole, à quelques centaines de mètres de ces lieux importants. Là, c'est l'état du IVe siècle que l'on voit, enfin on voit ce qu'il en reste, les ruines. Et c'était un lieu fermé qui utilisait la pente naturelle pour former une sorte d'amphithéâtre où, je le répète, s'asseyaient 6000 personnes au minimum. Et il fallait débattre, convaincre, exercer sa liberté de parole devant une foule méditerranéenne, probablement expressive, sans micro, et pourtant cela fonctionnait. La liberté de parole, les Grecs ont inventé un mot pour la désigner. Voilà, la liberté de parole, paressia, paressia, qui veut dire, c'est l'élément tout, pan est l'élément qui veut dire parler, donc c'est le droit de tout dire. Concept fondamental et qui est encore important aujourd'hui. Donc, monsieur le recteur l'a dit tout à l'heure, quand nous pensons à la liberté de parole, nous pensons, comme les Grecs, aux limites de la liberté de parole. En faut-il? Lesquels et dans quel cas? Vous savez bien que c'est le problème éternel et aujourd'hui il se pose autour des réseaux sociaux, du populisme, des lanceurs d'alerte. Il faut peut-être tirer de l'exemple grec une sorte de circonspection avant de fixer les limites de la liberté d'expression, parce qu'il faut toujours se demander si on ne risque pas de condamner Socrate encore une fois. C'est ça ce que les Grecs nous ont appris. Ce mot de paressia est revenu à la mode grâce à Michel Foucault. Donc, comme vous savez, Michel Foucault est mort il y a 40 ans exactement, et l'intérêt pour sa pensée reste très vivant
surtout aux États-Unis, moins en France. Or, Foucault, au Collège de France, était professeur de philosophie, il a parlé de philosophie moderne et contemporaine, mais dans les dernières années de sa vie, il a fait porter ses cours sur l'Antiquité grecque. Il faut bien penser à ça. Michel Foucault, intellectuel à la fois fameux et original, s'est mué en professeur de grec dans le début des années 80. Au passage, je relève les autres grands noms qui ont parlé de la liberté grecque. Jacqueline de Romilly, qui a écrit un livre sur la question. Pierre Grimal, qui a écrit un livre sur la liberté à Rome, mais dont la moitié est consacrée aux antécédents grecs. Le père Festugière, tous membres de l'Académie d'inscription et des belles-lettres, et Jacqueline de Romilly de l'Académie française. Pierre Vidal-Naquet, qui pour n'être pas académicien était extrêmement célèbre, vous le savez. Et donc Michel Foucault s'est adjoint à cette liste. Le dernier Foucault a étudié la parrhesia, alors à la fois comme liberté du citoyen dans le domaine politique et en lui donnant une autre direction comme étant l'expression franche envers un ami, un disciple, un maître, un souverain, un amant, enfin toutes les circonstances que l'on peut imaginer, dans lesquelles une personne va tenir un langage de vérité pour agir sur l'âme de celui auquel elle s'adresse. Donc il y a une espèce de polyvalence de ces formes de discours que Foucault réunissait sous cette vedette parrhesia, et il a fait apparaître dans un très brillant tableau une histoire de la parole franche qui était un peu une histoire du cynisme en Occident, donc depuis le philosophe cynique proprement dit, Diogène, qui raille et qui mord comme un chien ceux qui se croient à quelque chose, jusqu'aux ascètes chrétiens, qui non plus n'avaient pas leur langue dans leur poche, jusqu'aux paroles des révolutionnaires, des militants, des nihilistes, des gauchistes, et aussi la vie artiste. Enfin, il a déployé tous les aspects de cette parrhesia qu'il appelait une nouvelle histoire de la philosophie, donc en donnant une très grande importance à cette notion grecque. J'ai cité Diogène, la Grèce nous fournit toute une série de figures qui incarnent la liberté, ça fait partie de ce patrimoine. Prométhée qui se révolte contre les dieux, l'homme contre les dieux, Antigone, la jeune fille contre les lois de la cité, Socrate, j'en ai parlé, Épictète. Si je n'avais pas peur de vous choquer, j'ajouterais Jésus. Alors Jésus n'était pas grec, mais son enseignement nous a été transmis, diffusé en grec. Une longue tradition scolaire bannit le Nouveau Testament des cours de grec, et ça tient à la République laïque. Mais la recherche dans le domaine hellénique montre au contraire beaucoup de ponts entre la religion qui se créait et puis le terreau païen religieux et philosophique préexistant. L'hellénisme est une civilisation plurielle. Bon, revenons aux païens. Le dernier point que je voudrais mettre en valeur dans les quelques minutes qui nous restent est l'aspect personnel, c'est-à-dire la liberté de l'homme. Donc là, nous quittons le domaine politique. Et il me semble que l'apport principal dans ce domaine est venu de la philosophie stoïcienne, qui s'est donc développée après l'époque classique, à partir de l'époque hellénistique. Donc ça prend la suite chronologiquement de ce que nous avons dit jusque-là, et puis à l'époque romaine. Le système stoïcien, comme vous savez, c'est un système d'explication du monde, du point de vue physique, logique, théologique, qui montre que le monde est un tout cohérent, régi par une providence, un ensemble ordonné, à l'intérieur duquel les hommes forment eux aussi une communauté, parce qu'ils ont tous,
Chacun a en lui-même une étincelle du feu divin, donc un univers clos, logique, fermé, et la question qui se pose est de savoir quelle est la liberté de l'homme dans cette conception du monde. Et la liberté repose sur une distinction fondamentale pour les stoïciens, la distinction entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui ne dépendent pas de nous, eh bien, ce sont la santé, la mort, la fortune, la réputation, tous les accidents de la vie. Et l'homme peut avoir l'impression qu'il y a une sorte de nécessité inexorable qui le dirige et puis qui va venir briser ses aspirations et ses espoirs. Apparemment, il est exposé à tout cela et ne peut rien y faire jusqu'au dernier instant. Mais, dit le stoïcisme, il y a une chose qu'on ne peut pas nous arracher, c'est ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, eh bien, c'est notre pensée, donc nos opinions, nos désirs, et puis nos actions. Et même lorsqu'on est empêché d'agir par bien des manières, on a toujours une action, si réduite soit-elle, et de celle-là, on est maître. On est donc maître de la volonté de bien agir, d'agir rationnellement et conformément à la vertu. Et donc le système distingue ainsi ce qu'il faut accepter et la manière d'agir dans ce cadre contraint. Alors, il ne faut pas dire qu'on se contente d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une acceptation passive pour les stoïciens, ce n'est pas une résignation, c'est au contraire toute une démarche, tout un travail sur soi qui inclut le fait de comprendre, donc il faut comprendre le sens providentiel des événements. Pourquoi est-ce que je dois mourir? Pourquoi est-ce que je suis en contact avec tel importun, tel fâcheux? Comprendre, donner son assentiment, et ce n'est pas la résignation, il faut conformer sa volonté à l'ordre du monde. Vous reconnaissez là des formules qui ont été ensuite recyclées, n'est-ce pas, par des différents penseurs. Là, c'est Descartes, mais d'autres l'ont fait aussi. Il faut se préparer, par exemple, thème de la préparation à la mort. Et en attendant, eh bien, faire son devoir. Donc les stoïciens ne disent pas du tout qu'il faille se résigner passivement, ils disent qu'il faut avoir un métier, servir sa patrie, entrer dans la vie politique de la cité en faisant ce que l'on peut faire. Le résultat de cette discipline que l'on s'impose, c'est de trouver la paix, disent les stoïciens, être en paix avec soi-même. Et c'est ça le bonheur. Toutes les philosophies antiques sont des philosophies du bonheur. Simplement, le bonheur n'est jamais mis dans la jouissance grossière et immédiate. Il n'y a pas besoin de philosophie pour ça. Donc, c'est une forme du bonheur beaucoup plus pensée, élaborée et morale. Et donc ici, c'est l'accord avec soi-même dans le présent. C'est ce vers quoi tentent de nous conduire les philosophes stoïciens. Un exemple de cela nous est donné par un livre de l'empereur Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, empereur romain dans la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a écrit pour lui-même un recueil de pensées, c'est-à-dire des réflexions destinées à lui-même pour se remémorer, se remettre présent à l'esprit les dogmes de base du stoïcisme. Donc c'est un travail sur soi, en grec. Il était romain, mais le grec, c'était entre autres la langue de la philosophie, et donc c'était aussi son jardin intérieur par rapport à ses occupations d'empereur romain. J'ai réuni là 2 petites citations parmi les 1000 formules qui composent le livre de Marc Aurèle. La première, toute simple, sois libre. Marc Aurèle s'exhorte lui-même à être libre. C'est paradoxal, vu sa position d'empereur. On pourrait croire qu'il est plus libre que personne. Mais même lui-même sent le besoin de se libérer, de ce qui pourrait troubler l'accord avec soi-même.
Et donc vous voyez dans la deuxième citation, c'est une acropole que l'intelligence libre de passion. Donc il s'agit de se créer un domaine intérieur dans lequel s'exercera l'intelligence, et seulement l'intelligence, sans qu'elle soit polluée par les passions. Les passions, ça peut être la crainte de l'avenir, le regret du passé, la colère, l'amour, enfin tout ce qui perturbe le fonctionnement de l'intelligence rationnelle. Une acropole. Comprenons bien, il ne s'agit pas de se réfugier. L'acropole, c'est la citadelle, c'est le centre de commandement de la cité. Et donc la raison va être dans son centre et elle va commander tout l'individu. Souvent les traducteurs rendent acropole en parlant de la citadelle intérieure. Et c'est cette citadelle dans laquelle l'homme va être maître de son destin. Voilà un exemple de cette mise en œuvre du stoïcisme. Il paraît que pendant la pandémie récente de Covid, les ventes de Marc Aurèle ont explosé. Les collègues anglais ont fait les comptes, et ça a été publié par le Guardian. Il y aurait eu 100 000 exemplaires, en traduction anglaise et américaine, 100 000 exemplaires vendus en 2019, contre 16 000 en 2012. Donc une explosion des ventes de Marc Aurèle. Il est clair que des personnes y ont trouvé une aide dans une période qui pouvait être difficile. Des générations pendant des siècles ont trouvé une aide dans cette conception de la liberté intérieure que l'on construit en vue de la sagesse et du bonheur. Rappelez-vous Montaigne, ce que disait Montaigne, il disait qu'il fallait se ménager une arrière-boutique ou se retirer. Alors il dit arrière-boutique là où l'empereur dit acropole, mais l'idée est la même, toujours se retrouver en soi. Le stoïcisme est vivant aujourd'hui, et donc je retrouve mon thème initial de l'importance de ce patrimoine grec, et l'on voit fleurir des livres de stoïcisme appliqué. Je vous cite simplement quelques titres de publications récentes. Leçons de bonheur, au pluriel. Une autre, exercice philosophique pour bien conduire sa vie. Ou encore, en anglais, je traduis, apprendre à vivre selon la nature, l'éthique stoïcienne et sa signification moderne. Ou encore, coacher avec les stoïciens, le premier guide pratique de coaching directement inspiré des grands stoïciens. Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, ce livre-là, je ne l'ai pas vu, mais enfin, en tout cas, il s'inspire du stoïcisme. Ou encore, un livre américain qui est un best-seller, Vivre comme un stoïcien, 52 exercices pour cultiver une vie bonne. Donc 52, ça veut dire un par semaine. Et donc, vous avez la semaine où vous allez travailler sur se soucier du prochain et sentir la sympathie qu'on peut avoir avec lui, malgré les difficultés, bien sûr. Ou alors, une autre semaine, passer en revue chaque soir les actions de la journée. Tout ça tiré de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épictète. Ou encore, décomposer ses difficultés. Et donc, se dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette difficulté? Qu'est-ce qui est passé? Sur quoi je ne peux plus rien? Qu'est-ce qui est futur? Qui ne dépend pas de moi non plus? Et donc, pour arriver au noyau de la difficulté et ainsi la résoudre. Donc, voilà un exemple encore de ce que nous devons à la civilisation grecque. Je pense, pour conclure, que la façon dont on est parfois tenté de laisser de côté le patrimoine grec provient d'une erreur qu'on peut symboliser de manière, je dirais, presque géométrique. C'est-à-dire, souvent on se représente le passé comme une ligne qui nous conduit du point A au point B, du point B au point C, et ainsi de suite. Et là, évidemment, quand on est parvenu au point C, on a laissé le point A et B derrière soi et on peut se dire il ne compte pas.
Mais en réalité, notre rapport au passé est un rapport vertical. Et donc, l'image est celle d'une maison que l'on construit en ajoutant des étages. Et dès lors, si l'on supprime le rez-de-chaussée, la maison s'effondre. Alors c'est ce que Proust a expliqué dans la dernière page du Temps retrouvé. Vous vous souvenez, où il parle donc de ces vieux messieurs qu'il a vus, qui flageolent un peu, et il dit ils sont juchés sur les échasses du temps. Et donc, sur ces échasses, on flageole, c'est vrai, mais on voit plus loin, et puis on fait de plus grands pas. Et donc, dans cette formule, il a rendu toute l'importance d'être enraciné dans un passé, si l'on veut, de s'appuyer sur lui et d'essayer de mieux comprendre le présent grâce à ce passé. Alors c'est ce que les Grecs nous proposent pour la liberté, dans des domaines où les conquêtes sont toujours fragiles, parce que la démocratie, elle existe bien sûr, mais elle peut être menacée. Et au niveau personnel, au niveau psychologique, les angoisses, les difficultés sont toujours là. Et il reste toujours utile d'apprendre à les dominer. Voilà les points que je voulais vous suggérer, et je serai très heureux d'en discuter avec vous à présent. Merci de votre attention. Un grand merci Laurent Pernaut. Vous nous avez invités à plusieurs reprises à la méditation, à la réflexion personnelle, à la liberté intérieure. Eh bien, nous allons passer aux travaux pratiques. C'est à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Je revenais sur votre premier point, la liberté politique. Je voulais savoir dans quelle mesure... Plus fort ? Oui, un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Alors, merci d'abord pour votre conférence. Je voulais revenir sur le premier point, la liberté politique. Vous avez dit qu'il y avait 30 000 citoyens, hommes, capables de participer aux institutions, mais dans quelle mesure est-ce qu'il était possible de participer véritablement à ces institutions de décision quand on avait un métier? J'imagine qu'à Athènes, il y avait des artisans, des agriculteurs, des pêcheurs, des gens qui devaient assurer tout simplement même des soldats. Même si évidemment la vie de travail ne devait pas forcément ressembler au CDI de 39 heures de nos temps modernes, j'imagine que ça prenait du temps. Comment conjuguer ce temps démocratique, cette façon pour les citoyens de devoir être utiles avec une activité professionnelle ou en tout cas un métier? Oui, c'est une question très importante que vous posez là, c'est-à-dire la réalité effective de la participation de tous. Alors, il y a la question du temps. Alors, pour ça, il y avait une institution qui s'appelait le mistos, qui consistait donc pour l'État à verser une indemnité aux citoyens lorsqu'ils passaient, c'était pour la journée, lorsqu'ils passaient leur temps à gérer les affaires de la cité, il y avait une compensation financière sous forme du mistos. Alors il y a toute une histoire du mistos. Au début, il était donné seulement à ceux qui siégeaient dans les jurys. Ensuite, il a été étendu aux membres de l'Assemblée. Donc les conquêtes démocratiques ont consisté à indemniser de plus en plus. Mais donc la première réponse que l'État faisait, c'était indemniser le citoyen, ce qui lui permettait peut-être de payer les services d'un esclave qui allait labourer son champ cette journée-là à sa place, par exemple, ou que sais-je. Il y a un autre aspect encore que l'on pourrait invoquer et qui est puissant aussi, c'est la question de la capacité. Parce qu'on dit qui veut prendre la parole, il est évident que tous n'ont pas la voix, le toupet, mais aussi la culture et la possibilité. Alors là, on a regardé autant qu'on peut le faire, en regardant les auteurs de propositions de loi.
Et donc on s'aperçoit que si tous les citoyens avaient théoriquement le droit d'intervenir, par exemple pour proposer une loi, dans la pratique, c'était quelques centaines de citoyens qu'on voit revenir donc il y a une espèce de professionnalisation, si l'on peut dire, qui s'est faite pour la participation sous forme du discours rhétorique. Ça, c'est vrai. C'était inévitable. Inversement, pour le vote, il restait vrai que tout le monde votait. Donc tout le monde ne pouvait pas intervenir, faute de moyens, mais tout le monde votait. Enfin, dernier point à souligner, la foule athénienne était une foule beaucoup plus cultivée qu'on ne pourrait l'attendre d'une société antique qui n'avait pas un système d'enseignement obligatoire, etc., comme nous pouvons l'imaginer aujourd'hui. Et on a souvent dit que la participation aux travaux politiques était déjà en soi une forme d'éducation, et qu'elle s'était conçue comme l'éducation du peuple. On a connu ça dans des partis politiques où l'activité politique des jeunes gens était une manière pour eux de les former. Et donc ça fonctionnait aussi à Athènes, et on en a la preuve dans le haut niveau du théâtre. Le théâtre était une institution publique à Athènes, comme vous savez, et donc c'était organisé par la cité pour les citoyens. Or, il y a un niveau intellectuel et artistique tel qu'on voit que ça suppose un corps civique particulièrement cultivé. Merci beaucoup, Monsieur Pernaut, pour votre conférence passionnante. Ma question porte davantage sur la dimension de la liberté intérieure. Vous avez évoqué une relation de verticalité que nous avons avec l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Et donc, dans l'esprit et dans l'héritage de la Grèce antique, peut-on concevoir une liberté de l'homme de façon individuelle, ou repose-t-elle nécessairement sur quelque chose de relationnel, que ce soit à un dieu ou à d'autres êtres humains? L'individu coupé de son milieu, je suis en train de chercher, je n'ai pas l'impression que ce soit un thème grec. L'idée de l'individu qu'on aurait extrait de son milieu. Donc même pour parler de la liberté intérieure, nous sommes d'accord, la liberté personnelle, par exemple dans le stoïcisme, elle se relie à l'idée de la communauté des hommes. Si le contact avec autrui ne m'affecte pas, si j'arrive à supporter l'agressivité ou la méchanceté ou la bêtise, comme dit Marc Aurèle, d'autrui, c'est parce que je sais que nous sommes d'une même espèce et que nous sommes faits pour collaborer comme les dents d'en haut et les dents d'en bas qui doivent, même si elles ne se sont pas choisies. Et donc vous voyez, même cette idée de la liberté intérieure repose sur l'idée d'une communauté des hommes. Et en revanche, l'homme seul, alors l'ascète chrétien, oui, mais il n'est pas seul, il est avec Dieu. Vous voyez, donc c'est une autre manière d'avoir une référence. Donc je ne sais pas, il faudrait y réfléchir encore davantage, mais comme ça, spontanément, je ne vois pas de splendide isolement à la grecque, quoi. Merci beaucoup, monsieur, pour ce banquet platonique et pour la chance de pouvoir écouter votre récit autour. Vous pouvez parler plus fort. Merci beaucoup, monsieur, pour ce banquet platonique. Je ne sais pas comment autrement décrire. J'ai une question par rapport, vous avez mentionné Marcus Aurelius, et est-ce qu'il y a une différence dans la notion de liberté chez les Romains plutôt que chez les Grecs? Parce qu'on peut voir la culture gréco-romaine souvent dans un ensemble. Est-ce que vous trouvez que par rapport de Cicéron en matière de rhétorique, est-ce qu'il y a une évolution de la liberté dans le contexte roman? Parce qu'il y a un héritage qu'ils ont récupéré depuis les Grecs
Donc, est-ce qu'on peut cataloguer dans le même ensemble? Oui, c'est un sujet très important. Du point de vue philosophique, je prends dans l'ordre inverse les points que j'ai abordés. Du point de vue philosophique, il y a beaucoup de ressemblances. Si vous voulez, le stoïcisme de Sénèque, sur les points que j'ai dégagés, est parallèle au stoïcisme d'Épictète ou de Marc Aurèle. Donc là, grec et latin, au niveau des doctrines philosophiques, on pourrait les comparer. Par contre, dans le fonctionnement politique de l'État, alors là, il y a de très grosses différences. Rome n'a jamais connu une démocratie directe. Alors, bien sûr, on faisait voter le peuple de Rome, mais seulement sur certains sujets, pas sur tout. Il y avait, comme vous savez, le pouvoir romain repose sur les consuls, le Sénat et les comices où va voter le peuple. Mais donc ça n'est qu'une partie du fonctionnement qui est laissée au vote, et puis c'était un vote extrêmement encadré, contingenté, si bien que il n'y a pas d'action politique directe du citoyen à Rome comme dans le modèle grec. Donc la liberté, prend un autre sens, c'est la liberté de l'État, la liberté de la République au moment de la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand se sont posés tous les problèmes qui ont conduit à l'assassinat de César, etc. Mais c'est la liberté au niveau global de l'État et non pas au niveau de la direction des affaires par les citoyens. Donc c'est assez différent et moins libre, si vous voulez. Merci beaucoup pour votre conférence, Monsieur Pernaut. Je me posais la question du point de vue de la constitution de la démocratie à Athènes. Y avait-il un pouvoir de la part des citoyens de remettre en question les institutions, c'est-à-dire la Poulée, l'Ecclésia? Est-ce qu'il était possible? Pas très bien, pardon. Vous pouvez... Y avait-il un pouvoir? Un pouvoir dans la démocratie athénienne de remettre en question les institutions telles que la Boulée ou l'Ecclésia, de changer le nombre de votants, le nombre de jurys, etc. Est-ce qu'il y avait et si ils en avaient la capacité, est-ce qu'il y avait un nombre particulier, un pourcentage qui était attendu ou pas? Il était interdit de proposer une loi contraire aux lois existantes. Donc, il n'y a jamais eu de possibilité de proposer, je ne sais pas, un changement, sauf en cas de coup d'État. Et donc il y a eu 2 coups d'État à Athènes en 411 et en 403 qui ont essayé de réduire la base du régime. Il y a eu d'abord le régime des 5000, et puis ensuite un régime encore beaucoup plus réduit de 30 personnes, donc là qui était une sorte d'oligarchie qui était établie, mais c'était un coup d'État qui n'a pu réussir que parce qu'il avait l'appui de l'ennemi étranger, c'est-à-dire de Sparte. Comme souvent dans l'histoire politique, les bouleversements intérieurs sont aidés par une crise militaire de guerre avec l'extérieur. Ces tentatives n'ont pas duré. Les coups d'État ont été balayés chaque fois en une année. Mais dans le fonctionnement normal des institutions, ça, on ne pouvait pas y toucher. La démocratie s'auto-protégeait. Sur la question de la verticalité du temps, vous avez cité Antigone, et Antigone, elle est tragique, évidemment, à cause de sa parentalité avec Oedipe. Et alors, dans ce cas de tragédie, comment l'humain peut se détacher de son passé? Il y a forcément une idée de destin, une fatalité. Est-ce que le citoyen grec était conscient que c'était seulement du théâtre, ou est-ce que la religion était aussi avec ce principe de destin, une fatalité? Alors, la tragédie ne parle pas du présent. J'ai peut-être donné une fausse image en sélectionnant la citation
des suppliantes d'Euripide. Donc il faut préciser que c'est un morceau d'un type assez rare. C'est-à-dire c'est un passage de la tragédie où tout le monde comprend qu'on est en train de parler de la situation présente d'Athènes. C'est presque métadramatique, enfin on sort de l'intrigue. En règle générale, la tragédie donc est un système, enfin elle nous propose une vision de l'humain qui est totalement différente de la vision politique effective à Athènes, et donc comme vous le soulignez très très justement, ce sont d'autres ressorts qui jouent, c'est le poids du passé, c'est l'importance des familles, c'est le poids des dieux. D'une certaine façon, c'est tout le contraire, ou si l'on veut, c'est tout le substrat archaïque duquel la démocratie a voulu extraire le peuple. C'est pour ça qu'Aristote, dans la poétique, s'interroge en se demandant mais à quoi ça sert la tragédie? Quel effet cela nous fait? Et c'est là qu'il y a la fameuse réponse que vous connaissez, la purgation des passions. C'est-à-dire que nous éprouvons par personne interposée des émotions profondes, comme la terreur, comme la pitié. Donc on n'est pas du tout dans la description d'un régime qui serait favorable, correct et conforme au présent. Et donc c'est l'antithèse, au fond, d'une certaine façon. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question qui porte sur, sur ce que Simone Weil avait abordé dans un de ses ouvrages, sur le fait que les partis politiques pouvaient limiter en fait la liberté des citoyens. Et est-ce que dans la Grèce antique, on a pu avoir des informations, excepté les Trente et les autres factions de tyrans, sur la formation de partis au sein de l'Ecclésia ou d'autres institutions, et sur les possibles limitations de la liberté politique par ces partis? Disons qu'il n'y avait pas de parti politique au sens moderne du terme dans l'Athènes classique. Et le fonctionnement de l'Assemblée n'était pas un fonctionnement partisan. Donc ça n'est pas comme dans l'Assemblée, enfin, les assemblées relativement récentes, parce qu'au fond la discipline de parti a été introduite à l'Assemblée seulement au cours de la Troisième République. Ça n'a pas toujours existé. Et donc Athènes ne connaissait ni les partis, ni a fortiori la discipline de parti. Et donc les décisions étaient prises en fonction du débat à chaud, même s'il y avait bien sûr des clans, des associations d'intérêts, des gens qui se mettaient d'accord à l'avance, mais pas sous la forme du parti politique tel que nous le connaissons. D'où l'importance de la décision sur le moment, dans la chaleur du moment. C'était vrai aussi au tribunal. Dans les procès, la notion de précédent juridique n'avait pas cours à Athènes. Les procès étaient jugés dans la journée, donc maximum 3 heures pour l'accusation, 3 heures pour la défense. Ça veut dire que tout se décidait au moment des discours. Les jurés n'avaient pas le droit de se concerter entre eux avant de rendre leur verdict non plus. Donc c'était vraiment l'effet produit par le discours qui, sur le moment, emportait la décision. Donc c'est une démocratie beaucoup plus fluide, chaude et réactive que ces formes encadrées que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour. Si on ne pouvait pas changer les lois, comment est-on arrivé à ces lois? La démocratie est référée à l'action de grands législateurs. Donc il y a d'abord Dracon qui donne un code, ensuite Solon, et donc il y avait une espèce d'empilement de propositions faites par des grands législateurs qui eux étaient intervenus dans un cadre différent. C'était pas en tant que membre de l'Assemblée, c'était à une époque où ils avaient le contrôle de la société. Et alors ensuite, dans le détail, donc quand on proposait dans la marche de la démocratie, une fois instaurée, quand on proposait une loi, il fallait prouver qu'elle n'était pas contraire aux dispositions existantes, qu'elle les améliorait sans être contraire. Je comprends le problème logique qui est posé par votre question, bien entendu, mais il était résolu d'une façon pragmatique, en somme, et juridique.
Merci beaucoup. Vos mots nous enrichissent. S'il vous plaît, monsieur, comment vous pouvez comparer la qualité contre la liberté antique par rapport à la qualité de la liberté aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas? Je vous remercie. Pourriez-vous comparer la qualité de la liberté antique par rapport à la qualité de la liberté de notre époque? Quelle est la qualité de notre liberté comparant à celle à l'époque antique? Merci. Vous vous rendez compte que vous me posez une question qui est océanique, n'est-ce pas? Mais votre savoir, je ne doute pas, il est si ample que vous trouveriez bien une idée pour nous apporter quelques clés de réflexion pour nos réflexions. Je vais vous répondre simplement une chose, c'est que ça dépend pour qui. Parce que la société athénienne, par exemple, était une société profondément inégalitaire avec des différences de statut que nous n'imaginons même plus aujourd'hui. Donc il est évident que les esclaves qui travaillaient dans les mines avaient une qualité de liberté qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. En revanche, les citoyens, pas forcément les plus riches et les plus importants, mais le citoyen, celui qu'on voit chez Aristophane, qui est boutiquier, agriculteur, il possède 2 ou 3 esclaves, et lui, il pouvait avoir une belle vie et l'impression de conduire la politique de son pays. Donc ce qui me frappe surtout, vous voyez, c'est une espèce d'éventail avec des situations très différentes. Donc je ne peux pas répondre globalement. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. Juste, je voulais vous demander, dans quelles limites on peut vraiment parler de liberté, sachant que par exemple Socrate, pour des choses qui sont censées dépendre de lui, c'est-à-dire sa pensée, il a été condamné pour avoir contrevenu aux dieux de la cité. Parce que les dieux, normalement, ça relève de la pensée, donc des choses qui dépendent de nous. C'est un peu un paradoxe, j'ai l'impression. Oui. Pour les anciens, la croyance ne relève pas de la pensée personnelle, mais est un des fondements de la cité. Ça a continué encore longtemps, hein. Il y a bien des États où on pensait que l'Église était un des remparts et un des piliers de l'État, et où c'était peut-être secondaire d'aller chercher ce que pensait exactement chacun à l'intérieur de lui-même, voyez. Et donc pour les Grecs, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de texte sacré. La religion est une institution de l'État. Et donc ce qu'on a reproché à Socrate, c'était ça. C'était pas ce qu'il pouvait penser lui-même. Vous voyez, c'est pas une question de conviction intérieure, c'est une question d'atteinte à l'ordre public, en somme, en tant qu'il repose sur les dieux. Eh bien, un grand merci Laurent Pernaut. Merci à vous. Pour ceux qui veulent le prolonger, je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages, et notamment le dernier s'appelle « La fièvre des urnes ». Il concerne les passions électorales, avec des exemples puisés à la fois dans la Grèce antique, mais aussi dans le monde contemporain. C'est un livre qui se lit très bien. Notre prochaine rencontre, elle a lieu avec un juriste, Monsieur Bernard Stirn, qui nous parlera de la liberté et de la sécurité entre conflit et complémentarité. Cette rencontre a lieu le 6 juin. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur le site de l'Institut de France. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux. Et sachez que toutes nos conférences font l'objet d'une captation vidéo, donc vous pouvez aussi faire des séances de rattrapage. Merci encore et à bientôt. Merci à vous.